de Columbine, etc. Il y a 35 000 communes aux États-Unis qui sont au bord de la faillite. Oui, Cleveland notamment, sans oublier que San Francisco et pas non plus, et Los Angeles ne sont pas dans une situation très, très florissante. Et hier soir, donc ça c'est tout frais, on a assisté, alors je ne sais pas si c'était concomitant au discours de Jeannette, mais on a assisté à la plus grosse sortie de capitaux de la dette municipale américaine, 3 000 milliards d'encours, pour situer à peu près les enjeux. Donc on a assisté hier à la plus grosse sortie en un jour depuis, je crois, 2008. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, du smart money, du gros argent, qui sort de ces placements qui étaient les seuls qui offraient un vrai rendement. Parce qu'il est évident que c'est pas sur du bon du trésor américain à 5 ans où on a un 80 qu'on fait sa pelote. En tout cas, que ceux qui ont beaucoup d'argent sont intéressés de se placer. Sur les muni-bonds, il y avait du rendement. Il y a eu du 4,5, du 5, etc. Aujourd'hui, la smart money, les très gros portefeuilles considèrent que le risque aujourd'hui est considérablement supérieur aux 4, 4,5, 5% qu'on peut servir. Ils considèrent aujourd'hui qu'il ne faut plus détenir de muni-bonds. Je vous parle de la smart money, c'est-à-dire de cet argent qui transite par dizaines, centaines de milliards autour de la planète, qui a quitté les émergents au début de l'été après le speech de M. Bernanke. Cet argent, aujourd'hui, est en train de quitter les muni-bonds. Qui va financer les municipalités américaines? Qui? À part la Fed, effectivement, je ne vois pas trop. Qui va financer les prêts étudiants, dont aujourd'hui le taux de défaillance reconnu est de 12%, exactement le même taux de défaut que reconnaissent les banques espagnoles sur l'immobilier, vous noterez la coïncidence, alors que la réalité aux États-Unis, c'est que le taux de défaut sur les prêts étudiants, et là on est sur des encours d'environ 1500 milliards de dollars, ce taux de défaut est plus près de 20%, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble grosso modo au taux de défaillance sur les subprimes en 2007. Vous voyez un petit peu les concordances, hein, 20% de taux de défaut sur les prêts étudiants, 20% sur les subprimes, etc. Là, on va avoir à fin 2013 quand même ce double impact des prêts étudiants qui ne seront pas remboursés parce que les étudiants ne trouvent pas de travail ou très mal payés, et puis les municipalités, ça risque d'aller très très vite. Parce que là, ce qui s'est passé hier soir, ça va évidemment avoir un certain écho, et tous ceux qui vont juger que leur municipalité est à risque vont sortir. Donc on risque d'avoir non pas un bank run, mais un city run sur les muni-bonds. Donc ça c'est un phénomène qu'il va falloir surveiller effectivement de très près. Mais bien entendu, rassurez-vous, braves gens, tout va bien. Juste une toute petite précision. Ces muni-bonds ne sont jamais comptabilisés dans la dette d'État américaine, dont on vous dit qu'elle est de 16 000 milliards de dollars, d'accord, et qu'il faut remonter le plafond. Si vous rajoutez tout ce qui est social, si vous rajoutez les muni-bonds, et si vous rajoutez les garanties qui ont été données par l'État à Fannie Mae et à Freddie Mac, qui seront des garanties qui seront exercées, puisque vous n'avez pas de remboursement la plupart du temps, vous êtes à pas loin des 27 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 160% du PIB. Donc, à peu près le même niveau que la Grèce. Je ne ferai pas un parallèle entre la Grèce et les États-Unis, mais ça y ressemble. Donc tout ça pour vous dire que les entreprises ne tiennent pas mais qu'elles habillent, et que quand les entreprises ne tiennent plus et habillent pour que les chiffres soient beaux, eh bien c'est au tour des États, une nouvelle fois, d'habiller leurs chiffres pendant un certain temps. Et donc même si on a l'impression qu'aux États-Unis ça va bien, parce qu'il y a de la recherche, parce qu'il y a de la pseudo-croissance et une pseudo-stabilisation du chômage, en fait il y a des sorties de fonds et de smart money des États-Unis eux-mêmes, et il y a une détérioration de l'intérieur qui devient extrême. La question est de savoir un petit peu quand est-ce que ça peut arriver et quand est-ce que ça va vraiment avoir une incidence sur les marchés, et ça c'est quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain.
parlé des résultats des entreprises, des statistiques économiques. Là, tu vois la vitesse de circulation de la monnaie. Là, on a ce qui vous explique pourquoi il n'y a pas de croissance économique, hein, il n'y a pas d'inflation, c'est que la vitesse de circulation est tombée à zéro. Donc, je vous rappelle que l'inflation, c'est la masse monétaire, mais multipliée par la vitesse. Donc, aujourd'hui, vitesse zéro, donc inflation hors actifs financiers, zéro. Alors, il y a quand même une vitesse qui est assez mesurable. C'est celle qui mesure la vitesse où l'argent imprimé par la Fed arrive dans la poche des ce qu'on appelle les fameux SVT, les spécialistes en valeur du trésor, qui ensuite redispatchent cet argent aux autres intermédiaires. Donc cette vitesse de circulation, c'est la vitesse de la lumière, effectivement. C'est directement dans la poche des organismes agréés par la Fed et qui contrôlent la totalité des mouvements. Parce que si vous ne passez pas par un SVT, vous n'avez évidemment pas accès à la liquidité de la Fed. Et la Fed a agréé 20 intermédiaires qui eux-mêmes agréent un certain nombre d'intermédiaires financiers auxquels ils assurent un refinancement. Voilà. Donc tout est absolument contrôlé, mais je pense que de toute façon, on sait très bien que la masse monétaire imprimée par la Fed n'a pas du tout vocation à circuler dans Main Street. Hein. Elle a surtout pour but de reconstituer le bilan des banques. Donc je pense que là, tout le monde avait bien compris. Mais aujourd'hui, les profits des banques, et je pense que là aussi on est devant une imposture, sont composés à 80% des reprises de provisionnement pour créances douteuses, voire irrecouvrables. Donc nous sommes effectivement dans un énorme... comment je dirais ça, c'est guignol. C'est du grand guignol, tout est faux, tout n'est qu'effet d'annonce, tout n'est qu'effet marketing, présentation, et évidemment, tout le monde réclame que Yellen arrive avec son bâton et qu'elle tape sur la tête de la récession jusqu'à ce qu'on sorte de la récession. Alors les Japonais, ça fait 23 ans qu'ils jouent à guignol et qu'ils essayent de taper sur les forces récessionnistes, et à chaque fois, évidemment, les forces récessionnistes ressurgissent et on crie, vas-y guignol, tape plus fort. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a fait le crash des marchés actions, et notamment sur le CAC 40 en 2008, vous avez énormément de gros investisseurs qui sont rentrés. Les particuliers ne rentrent pas à ce moment-là, ils sortent. Et ensuite, on est monté pendant plusieurs années parce qu'il y avait effectivement une reprise, enfin des chiffres moins pires que ce qu'ils étaient précédemment en 2008, quand on était au pire de la crise. Donc à ce moment-là, il y a des gros investisseurs, des investisseurs moyens qui re-rentrent, les particuliers qui se posent la question. Puis par la suite, les marchés s'emballent. Et là, ils s'emballent d'autant plus puisqu'on est dans des proportions historiques de déversement de liquidités sur les marchés qui entraînent des hausses records et qui font revenir le particulier à la télé, notamment quand il entend sur TF1 qu'on a passé la barre des 4000 et que le CAC va théoriquement, potentiellement donc retourner sur ses plus hauts à 6 ou 7000. Et c'est là où vous rentrez et c'est là où on se prend moins 30. Et c'est pour ça que, notamment personnellement, je tiens l'avis de reculer sur les actions, de couvrir les portefeuilles, voire de vendre. Parce que il faut que vous compreniez que quand il y a un mouvement baissier qui va se mettre en place, et ça vous m'excuserez, mais vous regarderez les graphiques sur les 50 dernières années, c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez envie, comme un enfant, de toucher la plaque chaude pour voir que c'est brûlant, faites-le. Mais moi, je vous explique que historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Le marché craque en 2 à 3 séances, perd 10 à 15%. Tous les derniers acheteurs au-dessus des 4000 points se retrouvent dans le rouge. C'est ce qu'on appelle les nouveaux bulls, les mecs qui arrivent après 35% de hausse et puis qui entendent à la télé qu'il y a reprise européenne et que les Américains font de la croissance, donc il faut acheter des actions. En fait, c'est tout simplement une rotation de capital qui sort des États-Unis, qui vient en Europe et qui fait qu'on ne baisse pas, mais c'est pas pour autant qu'on monte. Comme vous avez pu le voir depuis 3 semaines, cette fameuse surperformance européenne n'a pas lieu et n'aura pas lieu d'après moi. Donc tout ça pour revenir sur le fait qu'on est dans cette phase d'enthousiasme, voire d'euphorie et autres, qui est ici représentée par le graphique que je vous montre, et qui n'est pas le début de la hausse. C'est plutôt la fin, ou le début de la fin. D'ailleurs, on va regarder quelques graphiques techniques, puis on parlera aussi un petit peu psychologie. Je pense qu'on a passé déjà pas mal
la planche à billets, l'endettement du Japon, donc là ils doivent être à combien? 260% du PIB? 250. 250. C'est bien. 260, c'est trop bientôt. Voilà. Ça, c'est un graphique du SP500 pour vous montrer l'exponentielle attitude de la chose. Et à gauche, vous avez beaucoup de chiffres. Bon, ces présentations-là, je pourrais vous les donner après que vous puissiez les étudier ou me poser des questions à leur sujet. Mais c'est tout simplement des personnes qui font des études, comme ces messieurs notamment en macroéconomie, qui font des ratios concernant les résultats des entreprises, concernant les liquidités, concernant les endettements des États, et on est au paroxysme de tout, et sur tous les chiffres économiques. Alors au début, on regarde le price-earning ratio, ensuite on regarde par rapport au cash, ensuite on regarde par rapport au titre, enfin, on trouve toutes les raisons de dire que ça va continuer de monter. Et quand vous entendez beaucoup d'économistes, et surtout les gérants de fonds, oui, alors je voulais faire quand même une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi 95% des gérants que vous entendez à la télé, notamment sur BFM, qu'on adore, hein, puisqu'on y passera tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours acheteurs? Eh bien parce que la législation française des fonds d'investissement est que tous les soirs, avant d'aller se coucher, vous devez être à 90% à l'achat. C'est la loi. Donc c'est pas qu'ils ont envie de payer, c'est pas qu'ils sont confiants, c'est que c'est comme ça, c'est le fonctionnement du système. En 2008, je travaillais pour une société de conseil, on avait un fonds d'investissement qui nous appelait pour nous demander quelle valeur allait le moins se faire défoncer le lendemain. Pour savoir ce qu'il fallait acheter, parce qu'ils étaient obligés d'être à l'achat. Donc ils achetaient ce qu'ils espéraient qu'il baisse le moins. Donc déjà, c'est pas des vendeurs, ils ne peuvent pas vendre, donc ils ne peuvent pas mettre à profit des mouvements baissiers, donc ça ne les intéresse pas de les anticiper. Et quand ça baisse parfois moins vite, parce qu'ils sont obligés de continuer d'être à l'achat. Donc voilà pourquoi vous entendez 90% de ces personnes dire qu'il faut acheter. Maintenant, quand vous regardez un peu plus en détail la composition des fonds d'investissement, vous vous rendrez compte que la plupart en fait sont tout simplement pas ou peu exposés au marché action parce qu'ils n'ont pas osé payer et qu'ils ne le sont toujours pas. Et si aujourd'hui on a des marchés qui ne craquent pas, c'est parce que ces personnes-là rentrent partant du principe que si ça devait continuer de monter, il ne faut pas manquer la dernière vague, un petit peu, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'en pense que depuis déjà 7 ou 8 semaines, on a une vélocité haussière qui était pratiquement arrivée à zéro sur les indices américains. D'ailleurs, on peut même remarquer que depuis le 10 ou 12 mai dernier, le Dow Jones a pris en tout et pour tout 3% mieux, dont 1% ces dernières 48 heures, mais disons qu'en début de semaine déjà, on n'avait pratiquement pas bougé du tout sur le Dow Jones sur une période de 4 mois. Je pense qu'on est déjà rentré dans une période où les grosses mains commencent déjà à distribuer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive sur 15 006, 15 007, peut-être 16 000 ce soir, peu importe, mais on a déjà des grosses mains qui commencent à distiller le papier. Les initiés, les chefs d'entreprise américains, ça fait déjà plus d'un an que le ratio vente par rapport aux achats de titres, là encore souvent les achats de titres entre guillemets, ce sont des titres qui leur sont alloués par le conseil d'administration pour récompenser leurs bons dévoués au service, mais l'initié dès qu'il peut vendre, il vend 9 titres pour un qu'il achète. Et ça c'est un ratio qui est constant depuis déjà 12 mois. Donc vous voyez à quel point les chefs d'entreprise sont confiants. En ce qui concerne les gérants, évidemment, on contraint par la réglementation à acheter des actions ou des produits répliquant les actions. Heureusement, il en existe, dont le comportement est très près de celui du marché monétaire. Et quand on parle du marché monétaire, on est sur des rendements de 0,25, donc du coup, ça n'intéresse plus, naturellement. Mais bon, on a le droit d'en mettre dans un portefeuille, mais on plombe naturellement, mécaniquement, sa performance si le marché continue de monter. Alors maintenant, on nous dit qu'il n'y a vraiment aucun risque que les marchés baissent parce que nous avons toute cette masse de gérants qui est très en retard et qui va profiter de chaque consolidation pour racheter du papier. C'est exactement ce qu'on voit maintenant depuis 24 séances. Chaque fois qu'on revient sur 4240, 4250, ça paie. On est bien d'accord. Donc on nous dit qu'il y a une masse de gens qui n'ont rien compris à la hausse, etc. Et que ils nous garantissent, c'est notre espèce de airbag monumental qui doit peser des milliers de milliards de dollars, enfin j'imagine, parce qu'aujourd'hui on ne compte plus qu'en milliers de milliards de dollars,
Mais en fait, ces gens-là, en phase 2, ils ont la hot money, qui représente, elle, 80% des volumes quotidiens. 75-80% des volumes quotidiens. J'agrège tout. Alors, les dark pools, les CFD, les ETF. Donc tout ça, ce sont des produits qui, en quelque sorte, répliquent les actions physiques, celles qu'achètent les gérants pour leurs épargnants. Alors, pour que les gens comprennent, on parle souvent des volumes, on dit que les volumes sont faibles en ce moment. Vous avez 2,5 milliards qui sont échangés sur le CAC, alors qu'avant on avait 3,5, 4,5. Et bien, c'est tout simplement, il y a toujours 5 milliards, 6, 7 milliards qui sont échangés par jour sur le CAC, sauf que 2,5 sont faits sur le CAC cash et les autres sont partis sur des produits, des dark pools et autres, qui sont des produits. Alors ces produits notionnels, ils ont à peu près autant de rapport avec les actions physiques que les dérivés de métaux, notamment les dérivés sur l'or, les certificats, etc. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un encours de 100 fois la quantité d'or existante, ou en tout cas 100 fois la quantité d'or qui est censée garantir les certificats. Et aujourd'hui, vous pouvez comme ça multiplier les positions à terme, les positions sur les dérivés d'actions. Des produits plus sophistiqués, alors je suis désolé, hein, je vais peut-être casser la tête à certains avec ça, mais il y a des dérivés de volatilité. La volatilité étant quelque part un sous-produit de l'oscillation des actions au jour le jour. Donc vous avez aujourd'hui beaucoup de produits réplicants, ETF et CFD, ça c'est ce qui est peut-être le plus proche des actions, mais les produits réplicants comme les dérivés de volatilité, c'est un marché énorme. Énorme. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais c'est probablement l'équivalent de 15 à 20% de ce qui se traite sur les actions chaque jour. Hein. Ce sont des produits dérivés. Donc, en actions physiques, vous en avez 2,5 milliards. En dérivés et produits réplicants, je pense qu'on est à peu près à 2 fois. Donc, ça fait du 7,5 milliards.